Est-ce qu'Alassane Ouattara pouvait dire en 2000 qu'il ne s'est jamais prévalu d'une autre nationalité? L'enquête contre Ouattara vient juste d'être ouverte et elle est ouverte, une enquête. Oui, j'enseigne un peu, je suis habitué aux élèves turbulents, donc je sais comment les gérer, calmez-vous. Ce que je voulais dire, c'est que je l'ai dit à tu qu'il est très plaisant qu'il parle des choses qu'il sait. Malheureusement, j'ai dit la Constitution. La Constitution, c'est la loi qui est au-dessus de toutes les lois. Donc dès lors qu'on évoque la Constitution, on ne parle plus de décret, monsieur. Ça, c'est basique, en fait. Aujourd'hui, si l'enquête contre Ouattara vient juste d'être ouverte, et elle est ouverte, une enquête en cours en ce moment en Côte d'Ivoire sur le clan Ouattara. Elle a été ouverte cette année, alors qu'elle devait l'être l'année dernière. Mais pourquoi? Parce que les enquêteurs qui étaient en Côte d'Ivoire... Alassane Ouattara n'a jamais créé de troubles. C'est vous qui créez... La jeunesse instrumentalisée, c'est vous, hein. C'est la rébellion, votre rébellion, là. Peut-être que vous avez au pouvoir, là. Est-ce que moi qui suis ici, là, citoyen adoptif français, si la loi française dit que pour être président en France, il ne faut jamais s'être prévalu d'une autre nationalité, est-ce que moi, Franklin Yamsiwa Cameroun, je peux me lever et dire que je ne suis pas camerounais de naissance? Je peux me lever et dire ça? Alassane Ouattara s'est levé en Côte d'Ivoire pour dire que lui... Le président Alassane Ouattara a été convoqué par la Cour pénale internationale. Donc tout ça, pour ça. Eh bien, avant qu'on ne poursuive cette vidéo, permettez-moi de vous demander, en tout cas, avant de vous laisser suivre la suite des réactions et bien sûr de ces numéros, bon, permettez-moi de vous demander d'activer, de partager ce numéro-là, surtout de donner votre avis dans les commentaires. Chers frères et sœurs, pendant qu'on est en train de parler de la réconciliation, on est en train de parler d'une élection inclusive apaisée. Tout ce que Ouattara est en train de faire, ça magouille les dedans, c'est pour lui seul, c'est soit les condamnations, tout ça, c'est pour lui seul. Quand le jour va arriver là, c'est que le délai que nous on leur a accordé là, eux-mêmes ils connaissent ça. Voilà. Pourquoi le président... Pour dire que lui, il ne s'était jamais... Pendant qu'on est en train de parler de bien sûr, qu'est-ce qui va se passer, les noms des autres personnes sur la liste électorale. Pendant qu'on est en train de parler de la révision électorale, et bien sûr, les gens sont en train de parler de bien sûr, il y a d'autres qui parlent de maintenant, qui a gagné les élections de 2011-2010, qu'est-ce qui a fait les dégâts. Bien sûr, l'autre basé, si les présidents Laurent Gbagbo et le président du COJEP ont été libérés, bien sûr, il y a d'autres personnes qui demandent toujours encore qu'il doit avoir, bien sûr, règlement, où ça dit qu'il doit avoir la justice qui doit être faite. Donc, bon, à un moment donné, quand on parle de la justice doit être faite, bien sûr, on regarde les deux camps, que ce soit le camp du président Alassane Ouattara, et aussi parle de la justice. Quand on parle du camp, bien sûr, du président Gbagbo également, aussi parle de la justice. Mais il y a un truc qui sort encore de plus, c'est que non, là, les gens ressortent l'histoire des noms. En Côte d'Ivoire, quel est le magistrat qui peut casser la décision de M. Ouattara? Je ne la connais pas. Disons-nous les choses en face. Quoi donne à la justice donc d'être aux ordres, c'est cela? Je vous en prie, moi je m'arrive comme président de la République. Je vous nomme magistrat. Vous me le redevez? Non. Vous me le devez? Mais c'est une évidence. La preuve, dans cette formule que nous avons adoptée, il est bien évident que les magistrats n'ont pas de liberté parce que celui qui te nomme, tu lui es redevable. C'est clair. Et donc, pour nous, comme ça se... Regardez par exemple aux États-Unis, un président de la République peut prendre une décision qui est cassée par un magistrat. Tout à fait. Encore... Draman va le recevoir. Draman qui condamne les coups d'État. Draman qui n'a rien à voir les coups d'État. Voilà, il faisait les coups d'État sur tapis rouge. Mais Ibé, là, il appelle Ibé Poutis. Pourtant, voilà un Poutis qui reçoit ici à Pop, en Côte d'Ivoire. Eh, Draman qui a dit, Draman, le président quoi? Le président Alassane Ouattara n'est pas d'origine ivoirienne, qu'il est d'origine burkinabé. Moi, je pensais que bon, on avait déjà laissé cette histoire, on avait déjà dépassé ça, puisque le président Alassane Ouattara dirigeait le pays pendant plus de 10 ans déjà. Donc, je pense qu'on a déjà passé sur cette histoire, mais il y a beaucoup de personnes qui reviennent sur ça, et surtout le cas de la CPI. On en décortique dans ces numéros. Vous allez rester jusqu'à la fin, et bien, on va décortiquer dans ces numéros, surtout donner votre avis dans ce numéro. D'ici là, take care. S'être prévalu d'une autre nationalité. Est-ce que moi, Franklin Yamsiwa Cameroun, je peux me lever et dire que je ne suis pas camerounais de naissance? Je peux me lever et dire ça? Alassane Ouattara s'est levé en Côte d'Ivoire pour dire que lui, il ne s'était jamais prévalu d'une autre nationalité, alors que le monde entier sait qu'Alassane Draman Ouattara avait commencé par être voltaïque. Je recommence. Alassane Draman Ouattara s'est permis de prétendre que lui ne s'était jamais prévalu d'une autre nationalité, alors que le monde entier, et Alassane Ouattara lui-même, qui suit peut-être cette conférence, savent qu'Alassane Ouattara a joui avant la nationalité ivoirienne de la nationalité voltaïque. Alassane Ouattara a passé toute sa vie, son enfance et son adolescence en Haute-Volta. Il a eu une bourse de l'État de Haute-Volta. Il est parti de Haute-Volta, il avait la carte d'identité de Haute-Volta, il avait le passeport de Haute-Volta.
Et il a eu une bourse de l'État de Haute-Volta pour poursuivre ses études aux États-Unis. Et tous les voltaïques le connaissaient comme voltaïque. Et tous les Ivoiriens, les Africains qui le connaissaient comme voltaïque. Le président Bédié même, qu'il a connu à l'époque américaine, le connaissait comme voltaïque. Et le président Bédié n'a pas menti en 1996 dans son livre Les chemins de ma vie quand il a dit qu'Alassane Ouattara était voltaïque. C'était vrai. Mais le même Alassane Draman Ouattara s'est permis en 2000 de se comporter comme si lui n'avait jamais eu dans sa poche la carte d'identité du Burkina Faso, la carte d'identité de la Haute-Volta, le passeport de la Haute-Volta. Alors, hier, j'étais disant que Assalfo est un Ivoirien authentique. Un Ivoirien certifié. C'est pas quelqu'un qui a été naturalisé. Parce que oui, d'aucuns disent il est burkinabé, il est burkinabé. Oui, tout le monde sait qu'Assalfo est burkinabé. Mais si... Et bien sûr, quand on voit toute cette histoire, c'est que le moment que le président Charles Blé Goudé a passé avec le président Laurent Gbagbo au niveau de la CPI, aujourd'hui, ça a coûté cher. Bien sûr, ça a coûté beaucoup également aux partisans du président Laurent Gbagbo, aux partisans bien sûr du FPI, aux partisans de la CPI, du PDC et également du COGEP. Aujourd'hui, ce n'est pas surtout les choses positives ou bien de façon très honorable quand nous parlons cette fraternité entre le président Laurent Gbagbo et le président Charles Blé Goudé, bien sûr, qui ne sont pas aujourd'hui des ennemis jurés, mais aujourd'hui, façon ils attendaient bien sûr avant, ils ne sont pas comme ça aujourd'hui. Donc ça, c'est les conséquences toujours de tout ce qui s'est passé. Bien sûr, quand on parle de réconciliation, il faut également regarder ça. Et aujourd'hui, bon, je vous rappelle déjà que le président Charles Blé Goudé a déjà confirmé que non, lui ne peut jamais affronter, en tout cas le président Laurent Gbagbo dans une élection. Quand le président Laurent Gbagbo est déjà candidat, lui serait plus candidat. D'abord, je vais vous dire que non, déjà, il y a toujours une moue, c'est-à-dire entre père et fils, il y a d'abord. Donc, maintenant, là, comme vous avez vu dans les numéros précédents, on a parlé bien sûr de la convocation des enquêtes qui ont été en tout cas ouvertes au niveau des champs de la CPI concernant bien sûr tout ce qui s'est passé au niveau de la Côte d'Ivoire. On est tous d'accord qu'il y a d'autres personnes qui réclament que ça ne va pas se passer comme ça et ça va rester comme ça. Il y a d'autres qui pensent que non, c'est fini. On doit passer de l'autre côté, on doit évoluer, on doit changer de cap, on doit laisser passer ce qui est passé hier et puis chose. Mais vu que d'autres pensent que non, ce qui s'est passé en 2011, c'est ça qui est en train de se préparer encore, puisque non, les partis politiques ne s'entendent pas avec les partis au pouvoir et que non, le président de la CI concernant bien sûr les élections, celui qui va diriger qui va organiser les élections, qui a la tête, tout ça là, les gens d'autres pensent qu'il a, c'est un parti, il a pris son parti, qu'il est avec les partis au pouvoir. Donc, il y a d'autres personnes qui s'écrivent, qui pensent que non, ce qui s'est passé dans les années précédentes, donc ça peut se passer dans les mois précédents. Donc, quand on pense comme ça, en même temps, on revient sur ce qui s'est passé avant également. Il y a d'autres qui réclament jusqu'aujourd'hui, qui pensent que non, on doit enquêter, on doit poser la question à l'autre camp aussi, qui a envoyé bien sûr le président, l'autre camp au niveau de la CPI, ou bien qui a fait exiler, qui a fait que des autres personnes sont parties en exil. Donc vous voyez, non. En même temps, on doit penser aussi à la positivité. Donc moi je pense que d'une façon très claire, c'est qui réclament la réconciliation, qui demandent à ce que les autres qui sont en exil et ceux qui sont en prison soient libérés, surtout comme le président Charles Blé Goudé, qu'il ait ses comptes qu'on libère ses comptes déjà, parce qu'il répète chaque fois que ses comptes sont gelés. Et en parlant du président Guillaume Soro, qui aujourd'hui... Salut, vous savez pourquoi le RDR ne veut pas quitter le pouvoir? C'est à cause de la guerre qu'ils ont faite à la Côte d'Ivoire. Ils ont peur de l'après-guerre, ils ont peur de ce qu'un autre gars prenne le pouvoir pour les poursuivre en justice, les mettre en prison. Ils ont tous peur. Je ne veux pas qu'un masque gouverne la Côte d'Ivoire. Le monde part en couille. Or, moi je vous connais et vous me connaissez. Gouvernons ensemble la Côte d'Ivoire. Vous voulez qu'on lutte ensemble? Donnez-moi vos voix pour que je vous donne des emplois. Est-ce que les Ivoiriens sont au courant de ça? D'un État sérieux, d'un pays de droit, ce monsieur-là, on devait d'abord le déchoir de sa nationalité, le mettre aux arrêts et il allait payer toutes les pénalités. C'est-à-dire, le temps illégal qu'il a passé en Côte d'Ivoire, on le prend et puis on le met en prison. Parce qu'il a trompé la vigilance de nos autorités. Et Assalfo a pris la pièce d'identité de la mère de Tino, du groupe. Et je suis en train de vous analyser une première crise issue d'une décision du Conseil constitutionnel. Rétrospectivement, je vous pose la question à propos de M. Ouattara. Est-ce que le Conseil constitutionnel a vraiment appliqué la loi? Rétrospectivement, avec le recul, je vous dis oui. Le Conseil constitutionnel en 2000 a appliqué la loi. La loi était peut-être injuste. Et M. Ouattara aurait dû avoir le courage de Guillaume Soro de dire non,
à cette loi injuste. Non, Ouattara n'a pas dit non à la loi injuste parce que lui se préparait à prendre le pouvoir par coup d'État. Il se préparait à prendre le pouvoir par la rébellion. En 2010, est-ce que M. Ouattara a respecté l'article 98 de la Constitution qui dit « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours ». Non. Quel est le motif qu'il a avancé? Il a avancé comme motif que ces décisions étaient injustes parce qu'on avait retiré des Ivoiriens qui avaient voté, on n'avait pas compté leur voix, donc on les avait retirés littéralement des listes électorales et on avait proclamé un résultat en ayant privé des Ivoiriens qui avaient droit aux élections de voter. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Je commence à vous poser cette question. Peut-on imaginer que les Ivoiriens qui ont été exclus des listes électorales acceptent le verdict du Conseil constitutionnel en leur défaveur, alors même que ce qui leur arrive est ce dont Alassane Dramane Ouattara se plaignait en 2010? Réponse non. Comment moi j'analyse rétrospectivement la décision de Paul Yaoundé en 2010? Incontestablement, Paul Yaoundé, en réalité, devait avoir le courage, non pas de dire que Laurent Gbagbo avait gagné les élections, encore moins de dire qu'Alassane Ouattara avait gagné les élections. Ce que Paul Yaoundé devait faire en décembre 2010, c'était d'annuler les élections, de considérer que les élections étaient nulles et de nul effet. Car les irrégularités qui ont eu lieu lors notamment du deuxième tour étaient de nature à entacher la sincérité et la régularité du scrutin. Donc, le Conseil constitutionnel, dans tous les cas, avait décidé, même s'il s'était trompé, la loi suprême en Côte d'Ivoire étant la loi constitutionnelle, Alassane Dramane Ouattara, qui veut aujourd'hui nous donner des leçons en matière de respect de la Constitution, aurait dû s'aligner, il ne s'est pas aligné. Donc, Alassane Ouattara est-il bien placé pour donner des leçons de respect de la Constitution? Aujourd'hui, c'est l'article 138 de la Constitution de 2016 qui dit que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Mais qui a participé à ces moments-là très fort, qui a participé à cette crise-là, qui a participé avec des rebelles concernant tout ça là, aujourd'hui qui puisse regagner son pays et que les autres exilés, les autres qui sont en prison et des condamnations qui continuent pas à suivre concernant tous ces actes qui sont passés là, que les gens estiment, que les gens nous disent sur les réseaux sociaux par rapport à tout ça là, si c'est vrai ça, bien sûr je mets ça au conditionnel hein, parce que je n'ai pas de preuves, je suis pas là pour voir. Donc si c'est le cas, je pense que ceux qui demandent aussi que tout ça là soit résolu, je pense qu'ils ont aussi leurs raisons, qu'ils ont aussi leurs droits les plus absolus concernant ça. Alors aujourd'hui, il y a les partisans du président Laurent Gbagbo qui crient haut et fort que la justice doit être faite, que leur président d'abord est acquitté. Et aujourd'hui, les faits qu'on relève tout ça là, la façon dont le président Laurent Gbagbo a été acquitté, c'est que c'est de toutes les charges. En fait, c'est pas que non, il a acquitté pour des troubles politiques, pour non-attaque, tout ça là. On a acquitté de toutes les choses qu'il a fait avec des preuves, avec des explications, plus de 1000 pages selon ce qu'on a écouté. Donc, tout ça là, ça veut dire que non, on ne peut pas aujourd'hui dans son pays l'accuser de quelque chose. Donc, voilà un peu ce qu'estiment en tout cas les partisans du président Laurent Gbagbo. Et alors, ils pensent que non, ceux qui ont troublé le pays, ceux qui ont troublé la paix, bien sûr, ce sont les gens d'autres camps. Bien sûr, c'est normal que les gens du président Laurent Gbagbo pensent comme ça. Également, jusqu'à présent, où je vous dis, les partisans du président Alassane Ouattara également pensent que non, c'est comme ça que non, c'est le président Laurent Gbagbo avec ses partisans qui ne veulent pas quitter le pouvoir. C'est eux qui ont fait renverser, c'est eux qui ont causé tous les dégâts de 2011 concernant la crise post-électorale. Et même ils ajoutent que non, c'est encore ça qu'ils sont en train de préparer. Je parle bien sûr du RHDP, des membres du RHDP qui pensent que non, c'est la façon dont les oppositions, bien les partisans du PACI, bien sûr, du président Laurent Gbagbo sont en train d'agir à réclamer forcément que non, les candidats soient sur la liste électorale, sinon, tout ça là, sans démontrer ce qu'ils vont faire, tout ça là, pour eux, je pense qu'ils pensent que non, c'est une manière également d'organiser des faits, des problèmes, de créer les problèmes qu'ils avaient créés déjà en 2011 là. Donc pour eux, c'est eux qui avaient déjà créé tout ça là. Donc pour eux, je pense que non, ils voient les gens de PPAC comme les coupables encore toujours par rapport à ça. Et d'ailleurs même, façon ils sont en train de gérer leur candidature, comme ils sont en train de gérer les partis, tout ça là, et tout ce qu'ils disent là, c'est contre bien sûr la paix pour eux. Donc voilà, en quelque sorte. Pourtant, nous, on est là, on entend des rumeurs que non, là, il y a une enquête qui a été ouverte concernant les partis du président, les camps du président Alassane Ouattara. Parce que sans trop allonger la discussion, les débats, la crise s'est passée entre deux camps. C'est vrai, la France était avec d'autres camps. Depuis longtemps. Et on a parlé
fraternellement, amicalement. C'est pratiquement ce qui était écrit dans l'article 98 en 2000. Et en 2010, Ouattara ne l'a pas respecté, pour des raisons que je vous ai évoquées. Pourquoi faudrait-il que les autres, que Ouattara exclut, respectent l'article 138 de la Constitution de Ouattara, alors que lui, quand il y a eu des exclus et qu'il a lui-même été exclu, il n'a pas respecté les articles de la Constitution qui lui demandaient de ne respecter que la Constitution. Eh bien, nous pouvons d'ores et déjà conclure un peu cette première partie sur l'histoire du Conseil constitutionnel ivoirien. Il reste une troisième phase avant 2020 que je voudrais évoquer. C'est ce qui s'est passé en 2015. Et je vais en profiter pour vous raconter les anecdotes de quelque chose de grave qui s'est passé en 2015 et qui a peut-être échappé à certains Ivoiriens. En 2015, février, autour de février, le président du Conseil constitutionnel, le professeur Francis Vanga-Vaudier, dont je vous ai parlé du brillant article publié en 2013, le président du Conseil constitutionnel, le professeur Francis Vanga-Vaudier, a rendu sa démission de la présidence du Conseil constitutionnel. Est-ce que vous savez pourquoi le président du Conseil constitutionnel, le professeur Vaudier, a démissionné? Est-ce que vous savez pourquoi il a démissionné? Mais il a lui-même donné les raisons de sa démission. Les raisons officielles de sa démission sont disponibles dans un article, dans un ouvrage qu'il a publié quelques années plus tard, en 2018. Et ces raisons se résument en une seule cause. D'ailleurs, j'ai mis à votre disposition le texte de cet article. Eh bien, pourquoi le président du Conseil constitutionnel Vaudier a-t-il démissionné en 2015? Dans l'ouvrage intitulé « Côte d'Ivoire, le Conseil constitutionnel de 2010 à 2015, regard croisé », le professeur Francis Vanga-Vaudier, qui s'exprimait le vendredi 12 octobre 2018 au Centre international pour le développement du droit, si à la Riviera Bonhomet, a dit très clairement que sa démission s'explique par son refus d'accepter que des considérations à relance politique viennent interférer dans les délibérations du Conseil constitutionnel. Je recommence. Le professeur Vaudier a démissionné de la tête du Conseil constitutionnel parce qu'il ne voulait pas accepter que des considérations à relance politique viennent interférer dans les délibérations de cette institution. Mais qui interfère dans les délibérations du Conseil constitutionnel depuis qu'il est au pouvoir? C'est Alassane Dramane Ouattara. Le professeur Vaudier a ainsi révélé très clairement que c'est parce qu'Alassane Dramane Ouattara ne le... Bien sûr, et que l'autre camp aussi était là avec ses forces armées, tout ça là. Donc, moi, à la suite de tout ça là qui s'est passé devant tout le monde, c'est le président Charles Bigot, le président Laurent Gbagbo qui ont été à la haie, on les a accusés. Maintenant, on les a acquittés. Et donc, si l'enquête est encore ouverte, bien sûr, je pense que c'est contre l'autre camp, comme l'a dit certaines personnes sur des plateaux. Donc, et là, on est en train de suivre les coups et jusqu'alors, on ne pense pas que le président ait déjà, ou bien été déjà la CPI ou bien les questionnements ont déjà commencé parce que nous on a appris à un moment donné ici qu'il y avait un bureau au niveau de la côte d'Abidjan qui a été fermé, qui ont plié bagage parce que de la CPI qui faisait le travail, je pense qu'ils ont jugé bon, qu'il soit le gouvernement ou bien c'est eux qui ont jugé bon, qu'ils n'ont plus quelque chose à faire, ils n'ont plus assez de choses à faire ici, ils n'ont pas besoin de s'installer encore ou bien comment. J'ai appris ça, le président, j'ai appris ça que non c'est comme ça, ils ont plié bagage, ils ont quitté. Donc l'enquête qu'on parle maintenant là, c'est de quelle enquête? Puisque les gens ont déjà plié bagage. Donc parce que je fais jusqu'alors, les gens interpellent la CPI de venir régler, de venir chercher franchement les coupables. Parce que quand on dit de venir chercher les coupables, je pense, vous savez déjà, quand les gens des partisans du président Laurent Gbagbo disent ça, vous savez déjà à qui ils parlent, de qui ils parlent. Ouais, non. Et là, on parle aussi de l'ONU. Le président Laurent Gbagbo parle de l'ONU. Il parle toujours de la France aussi, qui a participé pour lui. C'est la France qui est venue, qui s'est ingérée dans leur histoire et qui a causé les problèmes là. Donc, il y a d'autres personnes qui disent que non, là, on doit s'enquêter sur la France aussi. Aujourd'hui, vous n'êtes pas là sans savoir que bon, le président Nicolas Sarkozy, eh bien, si oui, est aujourd'hui dans des procès. Je ne sais pas si c'est pour les cas d'intervention concernant ça, je ne pense pas. Mais je pense qu'il a d'autres problèmes avec, dans son pays, ou bien des gestions, je crois, avec l'ancien président Kadhafi, tout ça là, qui sont en train d'enquêter ou bien d'envoyer des procès actuellement. Et je crois qu'il y a une histoire de bracelet qu'on l'a mis pour les contrôler, pour les mettre dans, pour l'enfermer, en tout cas pour les sous forme de prison, hein, donc pour l'empêcher, donc en quelque sorte, vous comprenez. Donc ceux qui n'ont pas encore plus l'histoire là peuvent aller taper sur les jeux et puis chercher pour comprendre la situation, parce que là le président Laurent Gbagbo également cite la France dans tous ces problèmes là. Donc il interpelle également l'ONU. Il dit que l'ONU également a déjà réagi par rapport à lui, sa candidature. Donc vous voyez l'évolution des choses dans quelque sorte. Il y a beaucoup d'informations et tout ce que nous demandons, tout ce que nous souhaitons, c'est que tout, qu'il soit
les élections, que ce soit les candidatures, que ce soit les partis politiques, que ce soit la réconciliation, tout ça là, puisse se passer de façon positive, en harmonie, et pour le bonheur, pour la paix, pour la sécurité de la population ivoirienne, pour que tout ce bien se passe. Donc nous demandons que bien sûr nos dirigeants, ceux qui sont à la tête, puissent dialoguer, en tout cas rester discuter pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, merci pour votre attention, merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. Ceux qui sont nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la notification, liker la vidéo, partager. D'ici là, take care.